Salut l'équipe, on attendait ça à peu près autant que la fin du confinement. Lundi matin sur Netflix ou dimanche soir sur ESPN sont sortis les deux premiers épisodes de la série consacrée à Michael Jordan, comme on dit, The Last Dance. Alors pour débriefer les deux premiers chapitres avec moi comme d'habitude, l'altruisme de Scottie Pippen avec Nico, la clutch attitude de Peja Stojakovic avec Steph et le cerveau de Jerry Krause avec Thomas. Ça va les gars? Ça va. Tu aurais pu dire le physique de Jerry Krause avec Thomas. Non, Oh non. on n'est pas là. Voilà. Excuse-nous Brad Pitt, hein, tout de suite dans l'agression. Alors, Nico, toi, tu as pu le voir un petit peu avant nous. Les gars, on va d'abord aller sur les premières impressions. Même avant de l'avoir vu, on était excités comme des puces. Thomas, toi, tu avais mis un tweet en disant on a l'impression que d'être des enfants la veille de Noël. Bah ouais, alors honnêtement, c'est peut-être le manque de sport qui nous fait aller dans cette direction, mais depuis hier, j'arrête pas d'y penser. Je me dis le lendemain, il faut que je le regarde, j'ai envie de savoir, comme si c'était un grand match de Ligue des Champions ou un grand match de play-off. D'ailleurs, les play-offs auraient dû débuter ce week-end. Bah voilà, on nous donne ça à la place. Écoute, je l'ai vécu comme une finale. Je suis allé très tôt le matin pour regarder, pour pas me faire spoiler, et j'ai réussi à pas être spoilé. Je suis content. Nico, toi, tu l'avais vu, tu l'as vu hier, enfin, tu l'as vu dimanche soir, toi, par rapport à nous qui l'avons vu lundi matin. Ouais, Pareil, même excitation. pareil, nous, il était à 21h en live sur ESPN. Donc, pareil, toi, les 2 dernières heures, c'était long à attendre. Normalement, le petit, on le couchait à 20h, 20h30. Là, j'ai laissé debout, j'ai dit regarde. Donc, il a regardé avec nous. Mais parce que voilà, c'était l'excitation. Avec ma femme, on attendait ça toute la journée. Tu cherches les heures. Justement, tu regardes à 9h pile parce que tu veux pas de spoiler, parce que c'est très bien qu'il y avoir des live tweets pendant tout le truc. Donc, non, c'était vraiment sympa à regarder. Steph, toi, je crois que tu as été le dernier de nous quatre à le regarder. Tu l'as vu Ouais. lundi après-midi. Ouais, je l'ai vu lundi après-midi de 15 à 17. Moi, bizarrement, je n'avais pas la même excitation que pouvait avoir Tom. Je savais que ça allait sortir. J'étais content parce que j'ai rien d'autre à faire. Donc, je me suis dit, tiens, au moins, j'ai ça en stock pour lundi. Mais je n'étais pas surexcité de ouf. Alors, j'ai lu le journal de l'équipe qui était très bien. D'ailleurs, en ces moments où on est un peu sevré de sport, le journal de l'équipe, on avait fait 3-4 pages. C'était sympa. Donc, j'attendais ça. Mais je ne me suis pas réveillé lundi matin à 9h. Je suis vite allé devant la télé. J'ai fait ce que j'avais à faire comme d'habitude. Par contre, je me suis bien installé confortablement. Quand j'ai appuyé sur play, mec, les 2 heures, elles sont passées crème. Les frissons. Elles sont passées crème, les 2 heures. Vraiment. Ouais, parce que c'est un petit peu le premier constat qu'on peut faire. On s'était déjà posé la question dans une précédente émission, quelles étaient nos attentes autour de ce documentaire-là. On avait peur un petit peu de voir des choses qu'on avait déjà vues, d'apprendre des infos qu'on connaissait déjà. Alors moi, je vous donne mon sentiment. Après ces deux premiers épisodes seulement, j'ai déjà l'impression d'avoir appris plein de choses que je ne connaissais pas. Ouais, exactement. Et puis, moi qui suis très, très grand fan de Pippen, je pense que vous le savez, c'est mon idole. J'ai appris des choses quand même qui me rendent encore plus fan de lui, quoi. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Donc, non, on a appris beaucoup de choses, ouais. Sur 2 épisodes. Kiffer, hein. Il fait kiffer. Puis la fin de l'épisode 2, on ne sait pas s'il va être tradé en plus. C'est quand même assez. Ouais, C'est le suspense. Les scénaristes sont exceptionnels. Hein. mais sur Pippen, moi, je ne savais pas que son papa était handicapé, a fait un arrêt cardiaque devant lui. Je savais pas déjà qu'il avait une famille très nombreuse, qu'il avait de nombreux frères et sœurs. Je ne savais pas qu'il avait un frère aussi qui avait eu un accident en faisant de la lutte à l'école, un mec paralysie. Donc, il y a pas mal d'éléments qui. Je ne vais pas dire qu'il me. On va y revenir, Steph. Ok. On va y revenir. Très bien, excuse-moi. Parce que c'est intéressant. Moi, j'ai été le premier surpris de voir un énorme bout comme ça sur Scottie Pippen, revenir sur sa famille, des images aussi de lui à la fac. Ouais. Moi, j'avais Central Arkansas, j'ai jamais vu une seule image à Central Arkansas de Scottie Pippen. Donc, on reviendra là-dessus. Tom, le documentaire commence et finalement, et ce qui est archi bien fait, mais on ne s'imaginait pas l'inverse, c'est ça recontextualise vraiment le contexte du coup. On est en ça recontextualise les choses. On est fin 97, enfin milieu 97, les Bulls gagnent leur 5e titre. Et en fait, moi, j'ai découvert aussi que finalement, on se pose la question de savoir est-ce qu'on repart avec cette équipe pour gagner un 6e titre. Jordan n'a que 34 ans. Et c'est tout de suite, moi, la première surprise que j'ai, je me dis, mais cette équipe-là, qui est considérée comme la meilleure déjà à l'époque, comme la meilleure équipe de tous les temps, se pose la question alors que Jordan n'a que 34 ans. Pippen est plus jeune aussi. Rodman est là encore. Il y a Phil Jackson. Et ils vont connaître une intersaison des plus mouvementées. Ouais, là où tu as raison, c'est que dans la structure du doc, c'est parfait parce que tu as le parallèle entre tout ce que tu viens de décrire, donc la saison 97-98, parce qu'ils ont beaucoup axé la com en amont sur ça va être des images inédites de 97-98, vous allez voir comment ça s'est passé dans les vestiaires, les relations, et ainsi de suite. Mais le parallèle avec
bah, l'histoire de Michael Jordan, puis dans l'épisode 2, l'histoire de Scottie Pippen. J'imagine qu'il y aura Dennis Rodman, Kukoc, Steve Kerr ou Phil Jackson dans les autres épisodes. Bah, la structure, elle marche parfaitement parce que tu es balancé entre les deux. Tu vois, à un moment, il y a la petite timeline. On dit Ouais, très bien, ça. 80, là, t'es en 97. Donc, du coup, c'est hyper clair et je me mets toujours dans la position à la fois des novices. Tu vois, la personne qui regarde et qui ne connaît pas du tout Michael Jordan. Bah, alors, évidemment, tu mets un peu de temps à comprendre parce qu'il y a beaucoup de noms qui arrivent, les Jerry Krause, Phil Jackson et ainsi de suite. Et une fois Comme dans que Game of Thrones, un peu. Dans Game of Thrones, il y a plein de exactement. noms qui arrivent. Et une fois que tu es dans ça, et ben, tu comprends parce que c'est à la fois simple et il te sort des infos que tu découvres en tant qu'initié. Donc, moi, j'ai adoré découvrir certains trucs et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec toi de dire que tu sors de 2 titres, enfin de 5 titres en 7 ans. Tu es à une intersaison où, plutôt que de tout casser, bah, tu te dis bah, on va re-signer les mecs jusqu'en 2000 pour essayer de gagner 5 titres d'affilée. Non, non, ils sont en train de se poser la question du futur. Est-ce que ça va être la dernière partie, enfin la dernière année pour toute cette équipe-là et ainsi de suite. Et la relation entre Jerry Krause et Phil Jackson, moi, je la trouve, c'est la plus passionnante. C'est là que ça part directement de là. C'est limite, il commence par ça. C'est t'as Oui. beau être 2-0, tu dégages. Ouais, Donc, le mec, il amène le coach remplaçant dans Tim un an. Floyd. Non, mais lui, il est fou. Après, qui manque à ce doc-là, c'est lui. C'est Jerry Krause. Ça aurait été quand même énorme de l'avoir, son témoignage, quand même. Parce que, Il est décédé en 2017. ouais, moi, je suis d'accord avec Nico. Jerry Krause, il va manquer ses paroles parce qu'on aura juste une version. On aura la version de Rexdorf, on aura la version de Jordan, la version de Pippen, la version de Phil Jackson. On n'aura pas l'autre côté, tu vois, parce que Jerry Krause, il aurait pu se défendre aussi, donner ses arguments aussi. Pourquoi? Il en donne des arguments alors de l'époque. Oui, de l'époque. Et on sait, alors, et pour les plus âgés, on sait que ce Jerry Krause, pour ce qu'à l'époque même qu'il y a eu des livres, il y a eu des articles là-dessus, on sait que c'est pas. Moi, j'ai découvert vraiment qu'il était vraiment dans le dur avec tout le vestiaire. Moi, je croyais qu'il y avait juste avec Jordan qu'il y a eu un problème. Et en fait, on découvre que c'est un génie quelque part, pour construire une équipe comme il l'a construit, comme il l'a pensé. Mais c'est aussi il y a un côté requin, il y a un côté. Moi, je veux ma part de fame. Et sa déclaration, quand il dit c'est pas les joueurs qui gagnent des titres, c'est les dirigeants. Enfin, alors. Après, il corrige après. Il dit oui, le journaliste l'a niqué. Pour revenir à ce que tu dis, c'est que Jerry Krause, quelque part, même si, donc, on rappelle, décédé à 77 ans, je crois, en 2017, on l'a quand même en interview assez longtemps où il donne sa version des faits aussi, même si c'était de l'époque. Les interviews de l'époque après. Tu sais qu'avec le temps, il y a des choses qui peuvent sortir. Tu as un peu plus de recul. C'est vrai que c'est l'homme manquant. Tu as Barack Obama et Bill Clinton. C'est l'homme qui manque dans tout ça, quoi. Parce que quand, à chaque prise de parole de Jerry Reinsdorf, s'il y avait eu Jerry Krause aurait pu mettre en doute parce que Jerry Reinsdorf, là, il met un petit peu tout sur Jerry Krause. Alors, je suppose qu'il n'est pas tout blanc non plus, Jerry Reinsdorf, dans ces situations-là, parce que c'est quand même lui le grand patron. Bah, et ça s'est dit aussi à l'époque, quand il a engagé Krause, c'était genre ta carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Donc, c'est peut-être un peu vrai aussi. Reinsdorf, il a peut-être un peu raison là-dessus, mais je pense qu'il avait besoin de ça. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de lui quand on parle des Bulls. Et je peux comprendre que ça doit le toucher un petit peu parce qu'il a drafté les mecs, il a monté l'équipe, il a signé Phil Jackson, il a fait les trades qu'il fallait. Il trade Charles Oakley contre Bill Cartwright. Oakley qui est pote avec Jojo de ouf. Quand même. En fait, ce qu'on dit sur le GM des Warriors maintenant, comme quand on l'encense parce que machin, c'est un peu ce que Krause a fait 30 ans auparavant. C'est exactement la même chose. Non, mais c'est sûr que ça a été. Après, il a fait son job et je ne sais plus quel journaliste parce qu'il y a une flopée d'intervenants exceptionnels déjà sur les 2 premiers épisodes. Et c'est ce que dit un journaliste, je ne me souviens plus lequel, qui dit mais Jerry Krause, il a fait un journaliste, je crois que c'est de Chicago qui n'est pas très connu. En tout cas, pour nous. C'est pas David Aldridge, non? C'est pas lui? Non, je ne crois pas. Et il dit mais il a fait son taf à la perfection. Il a fait son taf à la perfection. Alors après, oui, c'est un personnage qui était en conflit ouvert, notamment sur la fin, parce que là, on est quand même en fin de parcours aussi, hein, mais qui était en conflit ouvert avec les joueurs, mais qui a fait le taf, qui a su construire une dynastie et peut-être la meilleure équipe basket de tous les temps. Donc, on commence là-dessus. On a tout de suite le contexte et l'un des contextes importants aussi, c'est que Jordan veut re-signer un maximum. Phil Jackson est re-signé pour 1 an. Et quoi qu'il fasse, on lui dit que c'est ta dernière année. C'est bizarre quand même. C'est quand même le contexte chelou. Tu démarres une saison, on te dit c'est fini quoi qu'il arrive. Quand même, on te dit, mec, de toute façon, quoi que tu fasses, tu gagnes 82 Alors que tu es champion.
C'est pas Ouais, comme tu- si tu étais Ah. 15e, hein, tu vois. De toute façon, c'est fini, profite. C'est à d'où le titre, la dernière, The Last Dance. C'est lui qui décide d'appeler dans la réunion cette saison comme ça. Et tu as Pippen, on va y revenir, qui signe ce contrat de 7 ans, qui se retrouve baisé à être payé entre guillemets au lance-pierre pour l'époque. Et tout ça, tu as ce contexte-là. Et honnêtement, si on ne connaissait pas la suite, ça part comme ça, tu te dis, mais ils ne peuvent pas être champions, en fait, ces mecs. C'est trop le bordel. Et Dan, tu as raison. Et quoi? Il a débuté mal la saison. Bah, Ouais, Très mal. tu vois, c'est vrai que. Alors, on n'a pas vu tous les matchs en direct de 87-98. Ah ouais, tu l'as pas vu? Non, non, je ne les ai pas vus. Mais le 0-4 à l'extérieur du début, avec la blessure de Pippen et tout ça, Moins on est 25 quand à même dans Cleveland. une ambiance. Lou, tu as raison, Erwan. Je me disais, mais attends, c'est censé être la plus grande équipe de tous les temps. Ils vont faire un tripit. Il y a Michael Jordan, il y a Pippen et machin. Et en fait, tu te dis, mais tu as l'impression que tout le monde se déteste. Même, tu vois, Michael Jordan et Scottie Pippen, dans le deuxième épisode, à la fin du deuxième épisode, Jordan, il ne protège pas Pippen. Après, Il Pippen, l'enfonce sur le fait il que fait c'est un un énorme éléphant, mais truc il lui dit qu'il d'enculé. était égoïste. Il fait un énorme truc d'enculé quand même, Scottie Pippen, de profiter de son été pour se faire opérer début. Alors, Oui. le contexte, je veux bien, il se sent mal aimé, mais c'est quand même, En fait, sportivement, pour ses coéquipiers, c'est quand même un petit truc d'enculé. Le Shaq était habitué de faire ça. J'ai vu un truc ce matin, je regardais justement, tout le monde refait les trucs sur ESPN et tout. En fait, il a fait ce que les joueurs font maintenant. Il a dit en feu, je prends ma carrière en main. Donc en gros, quand tu vois Anthony Davis qui demande un trade, quand tu vois KD qui se barre, quand tu vois, je sais pas, tous ces mecs-là, ou Shaq à l'époque des Lakers, quand il ne donne pas le deal, du coup, il demande le trade aux Lakers. En gros, c'est ce que Pippen a fait. Oui, C'était un des premiers à faire ça. mais là, on parle de l'opération de la cheville. Hardcore. De façon un peu hardcore. Mais justement, il a dit, ah ouais, vous ne voulez pas me payer, vous voulez me trade ouvertement. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, il y a l'autre, il ne se cache pas. Oui, on veut le bouger parce que l'année prochaine, c'est fini, on s'en fout. Et puis voilà. Ils ont fait des réunions secrètes avec McGrady quand même, avec T-Mac à l'époque. Donc, ils ne s'en cachaient pas forcément. Donc, je peux comprendre qu'il ait fait ça parce qu'avec tout ce qu'il a fait pour cette franchise, et entre guillemets sous-payé, moi, ça ne me choque pas. Moi, j'ai plus de l'empathie pour Pippen. Et en fait, je me dis, putain, ils lui font ça. Et en fait, il a toujours fait le taf. Parce que même cette saison-là, il va faire le taf. Oui. Oui, après j'aime bien la phrase de Pippen quand il dit en conférence de presse mon heure viendra. Oh, les mecs, on est sur les NBA Finals, il pose des questions directes, vous êtes sous-payé, il dit mon heure viendra. Enfin, son heure est venue parce que je crois qu'il a pris 77 millions après en 5 ans entre Houston et Portland, donc son heure est venue quand même. Après, il y a un truc, puisqu'on est dans le sujet à long, et c'est vrai que c'est le sujet qu'on a tous en tête, vu que c'est dans le deuxième épisode, il y a plein d'autres trucs dont il faudra qu'on parle, mais cette affaire de Scottie Pippen, on est tous là à se dire, mais alors pourquoi il est 6e salaire des Bulls? En fait, quand tu y penses, tu dis, mais c'est complètement con. Tu as Michael Jordan qui, après avoir signé des contrats longue durée, parce qu'à l'époque, on disait les contrats étaient hyper longue durée, Pippen signe 7 ans en 91, Jordan prend quand même 30 millions en 97-98, non, 87-97, et 33 millions 97-98, sachant que Scottie Pippen, il prend 2,4 millions. Donc, évidemment que quand tu as les choses comme ça, quand tu as les faits devant toi, tu dis, mais Pippen, il se fait niquer de ouf. Tu as le propriétaire qui dit ouvertement, mais tu as signé ton contrat, et je pense qu'il faut regarder l'agent, mais en fait, le contrat, il est catastrophique. Oui. Alors, on comprend les raisons de Pippen, parce qu'il dit, je voulais mettre ma famille à l'abri, et 7 ans, c'était garanti pour moi d'être tranquille. Blessé et tout ça. Mais 7 ans, pour 17 millions de dollars, c'est une catastrophe. Le deal qu'il signe en 94, il est 6e salaire de la NBA. Non, il signe en 91, hein, Nico. Il signe En 91. 91, mais je crois que c'est en 94. C'est ça. Donc, du coup, il est à un moment donné les 6e salaire NBA. Donc, en gros, ce qui s'est passé en 96, c'est là que ça a tout changé. Sauf que lui, il a signé 5 ans auparavant. Donc, il aurait dû s'être signé que, entre guillemets, 4 ans. Et puis en écoutant Jerry Reinsdorf, on comprend que ce n'est pas le mec avec qui tu veux en négocier quand tu es sous contrat. Non. Et le contrat de Jordan, c'est parce que les Knicks avaient signé 30 millions. Il était obligé de matcher parce qu'il ne voulait pas matcher. Il ne voulait pas payer autant de Jordan. Mais les Knicks, je crois qu'ils avaient proposé un 15 millions plus 15 millions de. Parce que c'était le mec d'une grande. Je crois, une compagnie d'hôtel, je ne sais pas quoi, qui donnait le double salaire en fait. Vous pouvez faire ça à l'époque. Donc, ils étaient obligés de matcher. Mais Jordan était le seul à 30 millions. Tous les autres étaient à peine à 10. Je crois que c'était Wing en deuxième, en 96. Mais Pippen, ouais, il a signé trop longtemps, trop tôt, trop longtemps, malheureusement. Puisqu'on est sur Pippen, on va y rester autant qu'à faire. Donc, on disait tout à l'heure, on a vu des images qu'on n'avait jamais vues de lui, notamment à la fac. On rappelle qu'il vient de Central Arkansas, qui est une fac de 2e division. C'était une toute petite fac. Il est drafté 5 quand même. Hein.
C'est ça, Hein, il est drafté cinquième, tu vois. il est drafté cinquième. Il jouait meneur, on le voit au début, il jouait meneur et puis il grandit énormément en un été. Et pareil, il sait déjà ce qu'on fait. Et puis on voit des images de sa famille, on voit ses parents, on apprend l'histoire que Steph nous a racontée tout à l'heure, assez terrible. Et moi, je connaissais pas du tout cette histoire-là de Scottie Pippen. Bah, j'étais pas étonné de savoir qu'il venait d'un milieu pauvre et tout, tu vois, ça m'a pas choqué. Mais tu sais, cette histoire de il a joué meneur de jeu, il a pris 30 centimètres en un été, j'ai l'impression qu'on l'entend presque pour chaque joueur. Anthony Davis aussi, vous vous souvenez, quand il était à Kentucky, on disait qu'il avait grandi d'un coup et qu'il avait gardé quelques skills de meneur de jeu. Et effectivement, pour Scottie Pippen, ça marche parfaitement. Parce que quand tu es un bon petit joueur de basket, mais que tu as un physique limité, et puis que tout d'un coup, tu deviens une brute épaisse, même s'il était filiforme lors de sa draft, il était hyper délié, des cannes de fou, tu gardes tes skills et surtout ton IQ basket. Parce que Pippen, on le dit tout le temps, c'est pour ça aussi que c'est ton idole, Nico, c'est qu'il remplit toutes les cases. Bon dribbleur, peut shooter, peut passer, super défenseur. Donc tu te retrouves quand même avec ces types de joueurs ultimes. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il est à Central Arkansas, deuxième division, et qu'il est quand même drafté cinquième. Tu vois, aujourd'hui, ça me paraît complètement impossible. Il mendie pour avoir une bourse. Hein. Il n'est pas dans l'équipe, il est attendant. Oui, les bouteilles avant. Cette histoire, elle est incroyable. Non, je crois que dans les équipements, elle s'occupe des équipements d'équipe. Il y a des mecs qui ne viennent pas. Et on rappelle qu'il est drafté cinquième par Seattle. Ouais. Et c'est le deal qui est passé avant par Jerry Krause, qui après achète donc les droits de Scottie Pippen. La veille. Qui va se retrouver donc aux Bulls et lieutenant de Jordan pour le succès qu'on connaît. Il y a une phrase de Jordan que j'avais jamais entendue jusqu'à là aussi, c'est de dire j'ai jamais gagné sans Scottie Pippen. Il dit aussi, quand le nom de Michael Jordan vient, il faut que le nom de Scottie Pippen soit associé. C'est des mots forts. Je l'avais jamais entendu dire ça, Jordan. Il l'avait dit Hall of Fame. Ouais. Il a dit Hall of Fame. Quand il a fait son speech, il l'a dit. C'est la première chose qu'il a dit, je crois. Mais ouais, non, c'était le parfait lieutenant, quoi. C'était le mec qui pendant 10 ans n'a montré aucun ego, quoi. Il l'a montré la dernière année. Après, c'est rare. Ça, aujourd'hui, ça se passe pas, ça. Après, cette phrase de Jordan, elle a quand même plusieurs significations pour moi. Jojo le dit, sous-entendu, c'est dur ce que je vais dire, je lui rends un petit peu hommage en disant que mon nom est associé à lui. Alors que dans l'autre sens, quand tu parles de Scottie Pippen, tu penses à Jordan en premier, tu vois ce que je veux dire? Quand tu penses à Jordan, tu n'es pas obligé de penser à Pippen. Mais quand tu penses à Pippen, tu penses forcément à Jordan. Donc c'est dur pour Scottie Pippen parce qu'il est quand même là sur les 6 titres. Et c'est pour ça qu'on a un peu d'empathie quand on a vu son histoire et tout ça et qu'on souffre un petit peu avec lui. Après il est indissociable des titres. Oui. Oui, mais il a raison, Steph. Quand on fait les classements, numéro 1, il n'y a qu'une passe de numéro 1, les gars. Ouais, c'est sûr, mais quand tu fais les classements all-time, quand tu parles de Jordan, tu ne parles pas de Scottie Pippen. Quand tu parles de Scottie Pippen dans les meilleurs ailiers, je serais très curieux d'ailleurs de nous réentendre parler de Scottie Pippen. Je suis sûr qu'à un moment donné, on dit le problème, c'est que c'est un lieutenant, qu'il y a Jordan. Et d'ailleurs, pour revenir sur les précédentes émissions sur les drafts, d'ailleurs sur la draft de Pippen, il y a un mec qui explique bien, qui dit le Portland, ils ont déjà Clyde Drexler, ils ont besoin d'un grand, Sam Bowie. Ouais. Quand c'est Hakim qui est drafté en 1, Rod Thorne, là, qui draft, il dit même moi, j'aurais pris Hakim Olajuwon en numéro 1. Donc, oui, c'est vrai, j'y ai pensé aussi. À notre émission. Ouais. On va revenir, on aura l'occasion, j'imagine, dans les autres épisodes, de parler du retour de Pippen, parce que là, sur l'épisode 2, ça s'arrête au moment où il demande ouvertement son transfert. On revient un petit peu sur Jordan. Et comme tu l'as dit, Thomas, avec cette timeline-là, il nous envoie un petit peu dans le passé et on voit des images de Jordan rookie. Après, on ira sur sa période de fac, mais ça ne vous a pas choqué, surpris, ces premières images où il tire? Il a une mécanique un peu bizarre sur le côté. Là. Il a une mécanique sur le côté. Je me dis, en fait, il a bossé de fou. Bon, après, on savait que c'était un bosseur, mais sur son tir, alors on voit que sur ses jeunes années rookie ou même sur quand il met 63, là, quand il fournit les mais il a toujours ce tir un peu décalé. Parce que Jordan est quand même connu pour avoir le geste le plus parfait, mais on voit qu'il part de loin, quoi. Je te trouve dur parce que son tir… De la mécanique, hein. Oui, je parle que de la mécanique. Regarde, quand tu penses à son tir c'est pas Case non plus. Son tir à UNC, je vois ce que tu veux dire, il est un peu sur le côté, mais c'est le tir de Jordan. Il n'a pas changé de Tony Parker, tu vois son tir en début de carrière et la suite, tu fais ah ouais, putain, il a énormément changé. Alors que Jordan, je le vois faire déjà des fadeaways de Jordan, même si son jeu a beaucoup évolué entre le début de sa carrière et le troisième tripit, parce qu'au début, il fait quand même des trucs, moi,
qui me régale à chaque fois, des espèces de turnaround. Je shoot, je reste en l'air, là, je fais ça. Boum, je tire avec la planche. Ouais. Contre Boston, il le À un fait moment, 50 à un moment, il a un truc, il a le ballon à une main comme ça quand il est blessé, quand il est limité en minutes, là, il doit jouer 7 minutes par mi-temps. D'ailleurs, c'est affreux ça. Le mec, il prend le ballon en l'air, tout le monde monte, tout le monde descend, lui il est encore, il fait des trucs. On dirait qu'il dit bonjour à droite à gauche, après il tire. Ouais, c'est incroyable. C'est quand même un plaisir de revoir ces images qu'on a vues 1000 fois en ultra HD. Je me suis régalé de revoir, tu vois, avec des gros plans et tout. Mais je suis d'accord avec Erwan, moi. Je pense qu'il a remis un petit peu son tir devant la tête, parce qu'avant, il était un petit peu sur le côté. Non, mais vous avez entièrement raison. Et il y a un truc que j'aime dans les anecdotes, c'est quand il arrive dans les premiers entraînements avec les Bulls et qu'au bout de 2 semaines, tout le monde dit « Ouais, ok, en fait, c'est lui le meilleur et il n'y a rien à dire. » Je m'en régale tellement de ces anecdotes, gros. Nico, Hmm on n'entend plus. Si, on t'entend. Ah, non, pardon. Je suis là. Alors, non, mais justement, son début de carrière, c'est incroyable parce qu'il arrive dans une équipe. Et c'est bien, ça aussi, on a tendance à oublier que les Bulls, c'est une équipe de merde à l'époque, Nico. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. En fait, lui, il arrive, il les met playoff direct. Il redonne un souffle à la franchise. Tu vois, ils sont soldats, je crois, pour la première fois. Il y a 18 000 personnes, je crois, la première fois en je ne sais pas combien de temps. Parce qu'il est excitant à voir. Tu as toute l'équipe qui est en mode, comme Obama le dit. Obama, il le dit. C'est qu'il a quand même redonné un souffle à la ville parce qu'à la base, c'est l'équipe de NFL, mais lui, il apporte quelque chose de nouveau. Et puis apparemment, c'était flagrant. Hein. Parce que nous, on ne se rend pas compte. Enfin, moi, non, parce que je n'étais pas né. Et je pense pas, non. Si, Steph, peut-être. Mais, Steph et moi, on était. mais sinon, voilà, ça devait être quelque chose d'assez dingue parce qu'il a quand même changé une ligue où il y avait déjà Bird, Magic, il y avait les Celtics, Dr. J, il y avait du monde quand même déjà. Donc, ça montre l'impact qu'il a eu directement dans une petite équipe qui n'était pas forcément un gros nom de la NBA. Et moi, ce que j'aime dans cette série, c'est ces images-là où il y a un journaliste qui explique le sport à Chicago, c'est les Cubs, le baseball, et qu'il y a il y a quand même une équipe de futsal qui met plus de monde dans la salle que l'équipe de basket. Ça, c'est incroyable, ça. Oui, avec des images d'archives incroyables, gros. Et d'ailleurs, sur les premiers matchs de Jordan, je regardais un peu dans les tribunes, mais mec, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et ça, c'est quand même l'impact. Dans notre sport, on a quand même de la chance où les génies excitants, et ben, en général, ils drainent du monde. Tu mets un bête de joueur sur un terrain, tout le monde va aller regarder. Tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Ce que j'ai adoré, moi, et tout au long de ces 2 épisodes, et je pense que ça va être que ça, c'est qu'aujourd'hui, l'image de Jordan, on a l'impression d'un dieu qui ratait jamais un tir, qui ratait jamais un match. Tu vois, alors que c'est pas vrai. On voit que ce mec-là, et déjà sur des 2 épisodes, que tout est dur, que gagner un match NBA, gagner un titre NBA, même pour Jordan, c'était dur. C'était pas, je suis simplement le plus fort et je me contente d'être le plus fort. Et quand il arrive dans cette équipe en bois où les mecs, on va y passer après, qui se trouvent dans leur chambre d'hôtel avec tous les excès possibles de l'époque, au milieu des années 80, et qu'en bout de 2 semaines, les mecs sont menés de 20 points, il dit non, on baisse pas la tête, on va gagner. Et qui commence par son attitude. Il a dit, moi au début, je n'étais pas une grande gueule. Le seul truc où je pouvais prendre le lead et montrer l'exemple, c'était sur le terrain en gagnant des matchs. Et quand il gagne ce fameux match face à Milwaukee, en disant non, mais c'est pas fini, on va. Et c'est en ça, tu vois. Et quand, souvent, on dit dans les équipes, on reproche à des mecs, il n'amène pas les gens avec lui. Et lui, d'entrée, au bout de 2 semaines, il a dit à des mecs qui étaient là depuis longtemps, qui se mettaient de la coke dans l'hôtel avec des timpes en jouant aux cartes, il a dit les gars, venez, moi, je vais vous faire gagner des matchs. Et ça, c'est incroyable en 2 semaines de pouvoir changer un mindset d'une équipe comme ça. Le 4e carton contre Milwaukee, il est incroyable. Après, j'ai quand même du mal à comprendre qu'une équipe comme les Bulls, les mecs sont quand même à -10 début du 4e. Dans leur tête, ils ont perdu. Gros. C'est quand même chelou. C'était le mindset de l'équipe. Attends, quand Jordan est blessé et revient, ils font les playoffs avec 30 victoires. 30 victoires. Oui. 30 victoires. 52 défaites. Et encore une fois, c'est John Paxson. Ouais. Alors, juste avant de revenir, parce qu'il y a la blessure qui va intervenir, je voudrais convaincre, c'est la première fois. On sait que quand Jordan est drafté, c'est David Stern qui arrive aussi et il y a un grand nettoyage qui va s'organiser dans la ligue, notamment autour de la drogue. Et c'est la première fois qu'on entend Jordan parler de ça à son époque. Et je trouve ça archi intéressant parce que la scène qui rapporte quand il vient taper à la chambre d'hôtel pour trouver ses coéquipiers et la scène qu'il décrit, et on a l'impression d'être dans Las Vegas Parano, quoi. C'est vrai que… Vas-y. En fait, nous, on en a un peu connaissance parce qu'on a un peu étudié le sujet et tout ça, mais d'imaginer les plus grands joueurs de l'époque oser dire ça quelque part, parce que c'est catastrophique de dire ça au grand public, tu vois, de décrire cette scène-là pour des novices. Tu te dis, mais en fait, le basket,
c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est toujours la même chose aujourd'hui? Alors, on sait, Nico va nous le confirmer, mais a priori, c'est pas la même chose aujourd'hui. Hein. Mais on n'est que en 80, on est que en 84. Tu vois, on n'est pas dans les années 60. On n'est pas il y a 70 ans. 84, c'était hier. Mais la réalité de l'époque, c'était que les mecs, plutôt que s'entraîner et d'être sérieux pour les mises au vert, ils faisaient de la night de rappeurs bandits, quoi, j'ai envie de te dire. Bah, c'était ça, ils faisaient des grandes lignes. Enfin, moi, souvent, raconté des histoires. J'ai eu des assistants coach quand on jouait à l'époque, dans les 80, 70, 80. On m'a tous raconté ça. C'était même pendant la mi-temps. Il y a un joueur des Celtics qui avait fait un témoignage un jour. Ah, il y a des gens qui se mettaient des lignes à la mi-temps. Mais gros, il y a un joueur des Celtics qui a un témoignage, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'était fait livrer. Il était en tenue d'échauffement et tout. Il s'était fait livrer avant le game. Il s'était mis une petite lignasse avant le game et tout. C'était une drôle d'époque, les années 70-80. Ah ouais, ça, je ne pensais pas, moi. Alors, la Malbac dans le vestiaire à la mi-temps, je veux bien. La farine maïzena, gros. C'est pour ça qu'il y a eu un vrai travail de fond et qu'ils ont fait des exemples, notamment avec Richardson. Richardson. En France avec Jacques Antibes, mais ils ont fait un exemple. Et d'ailleurs, Richardson, il dira plus tard à David Stern, vous m'avez sauvé la vie. Allez. Bon, on va refermer ce paragraphe-là parce que ce n'est pas le plus gai, mais c'était quand même assez incroyable. Jordan est rookie de l'année, malgré la concurrence d'Olajuwon, il est rookie de l'année. Il s'installe tout de suite comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue déjà. On entend Magic en parler, on entend Bird. La deuxième année, il se blesse. Alors attends, Erwan, avant de passer à la deuxième année, excuse-moi, revenons un peu en arrière. Il y a deux trucs que je vais vous dire. C'est que moi, je n'avais pas connaissance qu'il voulait absolument faire une quatrième année et que c'est Dean Smith qui lui dit il faut que tu ailles en pro. À la fac, ouais. Alors ça, c'est une info que j'avais. Enfin, c'est évidemment pas l'info. À l'époque, ça se faisait beaucoup d'aller à la fin du cursus. Et surtout, à North Carolina, et d'ailleurs, quand il se blesse, il y retourne. Je pense qu'il a toujours trouvé. C'était là-bas. Chez lui. C'était un cocon là-bas pour lui, sur lequel, en fait, on voit qu'en high school, au début, ça ne se passe pas très bien, mais on voit que c'est un bosseur. On voit que déjà, on a affaire à un phénomène, mais c'est vraiment Dean Smith et North Carolina qui vont le façonner dans la manière d'apprendre à gagner, comme il va progresser. C'est ce que James Worthy dit. Moi, quand il est arrivé, j'étais le meilleur de l'équipe. Ça a duré 2 semaines. Les fameuses 2 semaines. Le training camp, nous, les Hornets, on va là-bas. On va là-bas. Hein. Tout le temps. C'est lui qui nous envoie là-bas pendant 10 jours. On passe 10 jours là-bas, hein, tout le temps. Rapidement, comment c'est là-bas un peu le campus et tout. C'est lourd. Et Chapel Hill, c'est ça, non? C'est Duke, non? Chapel Hill. Ils sont à 10 km d'écart. Et non, mais on voit aussi, c'est vrai qu'on sait, des fois on dit il est passé par North Carolina, c'est bleu ciel, c'est stylé et tout. Mais non, ils l'ont façonné. Dean Smith vraiment a été un vrai mentor pour lui dans la manière de. Il le dit, et ça c'est archi intéressant aussi. Quand il met ce tir pour la gagne en 82 face à Georgetown, il se dit en fait, quand j'ai mis ce tir-là, ce que j'ai ressenti, la confiance que ça m'a donné pour dire ok, c'est ça, je veux aller vers l'excellence. Je suis passé de Mike à Michael Jordan. Ouais, C'était pas la première fois qu'il le disait, mais c'est vrai que c'est un moment de toute façon fondateur de sa carrière parce que sa deuxième année, il devient super super fort. Ils le disent bien que la première année, il était bon. D'ailleurs, à un moment, quand ils lui font mais moi, je m'entraîne autant que tout le monde. Mais il fait, mais attends, tu veux pas être le meilleur de la fac, de l'histoire de la fac? Eh ben, faut que tu t'entraînes beaucoup plus. Et c'est vrai que on le sait, mais sa deuxième année, elle est exceptionnelle à la fac. Il est meilleur joueur du pays et totalement inarrêtable. Et ça nous amène à un truc qui est incroyable aujourd'hui, quand tous les spécialistes, dont des joueurs, disent mais il fait pas 2 mètres, il va jamais pouvoir porter une équipe en NBA. Alors ça, mon gars, c'est incroyable. Et encore une fois, c'est un mec d'Enix qui le dit. Oui. Et un mec d'Utah. Mais surtout d'Enix. Par contre, Mark Eaton, il fait peur. Hein. Oui. Requin, le requin, oui. Ah ouais, James Bond. Wow. Mais cette phase-là, elle n'est pas incroyable, ça ne vous a pas marqué. Enfin, j'ai fait, mais ils ont vraiment dit ça. C'est notre époque. À l'époque, c'est normal. Regarde, on était en 84. Juste avant ça, pendant 30 ans, qui gagne Mike Kahn, Chamberlain, Bill Russell, Karim. Même Magic et Bird. Il y a tonton Bill Walton. Tu as McHale, tu as Walton. C'est McHale et Borbert Parrish. C'était toujours les grands. Donc, tu as un grand de 2,15 m qui court comme une gazelle, qui est technique comme il n'y a pas. Bien sûr que tu te dis, ouais, Jordan, machin. Et Olajuwon. Olajuwon est plus propice à te faire gagner en 84, je parle. La vision, c'est normal qu'on pouvait poser la question par rapport à Olajuwon. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a changé le jeu. C'est pour ça qu'on dit qu'il a changé le jeu quelque part. J'avais juste une petite question à vous les fins tacticiens.
Ça se passe comment la zonasse de Georgetown sur la dernière possession de North Carolina? Une 2-3 honteuse. Une autre époque, hein. Mais quel Attends, zone de bâtard! Parce que tu sais que le ballon, il va même pas une fois à l'intérieur. Il y a une passe au high post, ils font Du 3 handball, passes de handball, hand, gros. et il y a Jojo qui se retrouve avec 3 mètres d'avance. Après, les mecs, ils viennent. Attends, mais Jojo, il Même monte pas un au tir. backflip, il n'y a rien. Ouais, attends, mais Jojo, il monte au tir. Il n'y a même pas un mec qui vient sur lui mettre les bras dans la gueule et tout ça. Il le regarde shooter. Il se fait un play. Mais il n'y a pas de play. Il n'y a pas de play. Ils ont fait 4 passes en tête de raquette, mec. Tu pas le reversement, swing, c'est arrivé. L'arbitre a levé la main, il fallait shooter après. Il n'y a rien eu. C'est même pas un play ce qu'il a fait. C'est que dalle, c'est passé. Ah ouais. En tout cas, ça fait filoche et titre pour Jordan. Donc, Tom, on revient sur sa deuxième saison. Et très tôt, il se blesse au bout de 7 matchs, je crois. Ouais. Il se blesse et donc il va retourner à North Carolina, jouer un petit peu, faire du 1 contre 1 de compte de revenir pour le 5-5 sans que les Bulls le sachent. Ça, c'est aussi incroyable. Et puis, il y a cette gestion incroyable de Jordan où on lui donne 7 minutes. Ça, pareil, je ne savais pas. On lui donne 7 minutes par mi-temps. Et pareil, en tout cas, on est inquiet pour lui parce qu'il y a un risque de rechute. Et s'il y a rechute, il y a un risque de fin de carrière. Mais aussi un côté marketing parce que c'est déjà devenu une méga star. Et donc, entre les deux, lui, il devient fou parce que ça va devenir un énorme businessman. Mais on voit bien que lui, ce qu'il veut, c'est jouer et gagner. Mais 7 minutes, ça n'a aucun sens. Frère, 14 Ça- minutes. dites-moi, ça n'a aucun J'ai envie de te dire, il ne faut pas jouer, frère. C'est soit 0, soit je joue 35. En plus, ce qui me tue, c'est qu'il joue 7 minutes, il domine, il transpire, il va Ah ouais. s'asseoir. Et puis il a la haine d'aller s'asseoir. Oui. J'aimerais bien voir les stats des matchs. J'essaie de chercher. Ouais, en tout à l'heure 14 minutes, ouais. les stats qu'il fait en 14 Ah, je peux te les trouver. Attends, je vais te les trouver. Parce qu'il là, il tourne sur la saison, il tourne à 23 points sur cette saison-là, en 18 matchs. Et j'aimerais bien savoir les stats par match qu'il fait sur 14 minutes. Attends, je vais te les trouver. Après, il y a aussi cette mentalité de Jordan où lui, il perçoit ça comme le fait de dire ah, vous voulez perdre pour avoir un tour de draft, vous voulez perdre parce que vous voulez pas faire les playoffs. Et lui, ça le rend dingue parce que c'est pas du tout cette mentalité-là. Et il est en train et la rupture un peu avec Jerry Krause, elle intervient à ce moment-là aussi. Il va dire ah ouais, lui, c'est plus un businessman, qu'un mec qui aime le sport, quoi. Quand il descend sur le banc, tu dis coach. Et le coach dit non, si je te fais jouer, je saute. Ouais. Mais tu Ah, sais, c'est mort. ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ce Jordan qui devenait fou, parce qu'il y avait un côté, on pense au tanking, on le fait jouer que 7 minutes, et que lui, en fait, le truc, c'est de dire que pour gagner, la meilleure apprentissage, c'est gagner des matchs. Il n'y a pas autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à Devin Booker qui mettait 70 points, et qui perd et qui les fait. J'ai pensé à tous ces mecs, ce genre de profil-là, archi talentueux, et qui finalement c'est très vite accoutumé à perdre. Tu vois que j'ai pas l'impression que lui, ça fait à peine 2 ans qu'il est dans la ligue, il est déjà en train de remuer toute la franchise à dire mais vous êtes fous, vous me parlez de tanking, mais moi je m'en bats les couilles de votre tanking. Moi je veux gagner des matchs, je veux aller en playoff. Et tu vois ce que je veux dire, c'est quelque part cette mentalité-là de dire de tanker, avoir des hauts shows de draft, que lui s'en foutait. Lui, c'est que le meilleur apprentissage pour être champion, c'est gagner des matchs. Le reste, c'est du pipeau. Et finalement, ça remet pas mal en perspective tous les débats que nous, on a pu avoir sur est-ce que le tanking, oui, ça vaut le coup ou pas. Ouais, non, mais t'as raison. Et alors, ils en parlent de ça justement avec sa haine de la défaite, qu'il a travaillé avec son grand frère, Larry. On connaissait cette histoire, il le redit, sa mère le répète plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui s'est déjà mis des patates. Il y a quelqu'un qui s'est déjà mis des patates avec ses frères ici pour perdre un contre un. Non. Moi, je joue pas au basket, mais on se mettait des patates quand même. Oui, mais jeune. Mais c'est vrai faut dire qu'il a 12 ans de moins que moi, donc je le démonte. Du coup, Nico, je t'ai trouvé toutes les stats. Il a joué 18 matchs pour cette saison-là, donc 85-86. Il se blesse au bout du 3e match. Il avait gagné contre Cleveland, Détroit et les Warriors. Il se pète. Ouais. Et alors là, écoute ça, il revient donc le 15 mars. Il commence sur le banc à chaque fois. Il perd de beaucoup. Mais alors, je te sors les stats, gros. J'ai mis les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premiers matchs où il joue 19 minutes ou moins. En 6 matchs, il tourne donc à 14,7 points, sachant qu'il tourne à 15 minutes de temps de jeu. Et sur toute la période, donc jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, il y a 15 matchs. Et il tourne quand même, notre ami, à 22 points par match. Il tourne à 22 points en 23 minutes de temps de jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Deuxième année. Et deuxième année NBA, ouais. Et donc, un bon tricheur. Et c'est cette année-là où ils prennent, attention, la première année, ils prennent Milwaukee en playoff, et les 2 années d'après, au premier tour, ils prennent Boston. Et c'est la première année où il est fourni. Hein. Enfin, l'autre année oui, aussi. c'est l'année 85. 30 points. 86.
C'est la première année après sa blessure. Il est détruit. Même s'il perd. Et le match contre Indiana, mec, moi, ça, tu vois, ce type d'histoire-là, je la trouve fantastique. Tu vois, parce qu'ils te l'amènent super bien, les images sont très belles. Ils te disent que si tu gagnes, tu vas en playoff. Ils te Il est disent sur que le le banc. coach, Moi, je pensais que… ils te disent aussi que le coach, Que le il lui coach- fait jouer 1 seconde de plus, il saute. Absolument. Et tu sais, moi, je suis persuadé qu'ils ne vont pas marquer, en fait. Ils t'amènent ça de telle manière que c'est impossible. Ou alors que Michael Jordan va rentrer et va marquer. Et là, John Paxson, il nous envoie un TG dégueulasse. Une action kata, il marque. Il en mettra d'autres. Hein. Oui, John Paxson, il a quand même fait gagner. Enfin, là, il emmène Jojo en playoff et puis il donne un titre à Jojo. Ouais, John Paxson. Elle est quand même 4 à l'action. Elle est catastrophique. John Paxson, dans sa carrière, je suis pas sûr qu'il soit allé plus de 5 fois déjà au milieu de la raquette. Donc là, il était là par hasard. Bon, qui n'a jamais gagné un match de KD France sur un tir comme ça? Ouais, c'est clair. Non, c'est vrai que c'est ouf. Mais ça nous a permis du coup d'avoir une série incroyable parce qu'il met 49. Tu sais, sur le premier match, ils mettent les highlights et je me dis, et là, mais oui, c'est là où Je je me savais dis, pas, moi. mais moi non plus. Moi, je dis, attends, il a dit 49 sur le premier. Du coup, j'ai train de faire les calculs de moyenne de points. Ah oui, mais tu sais que j'étais pareil parce qu'ils mettent les highlights. Je dis, ah ouais, c'est celui-là où il met 63. Après, je dis, bah non, 49. Je dis, bah il va pas quand même mettre 63 après quand même. Ah si. Et ce qui est incroyable, ce que j'adore, c'est les témoignages des défenseurs. Bird, Danny Ainge qui dit on a mis tout le monde sur lui, il les a fournis. Et en plus, il n'y a pas de tir à 3 points. Hein. Non. C'est que des. Quand il y a ton gars, Rick Carlisle, qui est au bout du rouleau. C'est quoi ce Carlisle? Une ligne de fond, il prend une ligne de fond de Thomas et tu vois, il est comme ça. il a deux doigts de dire, mais le mec, l'aide, putain, elle est où l'aide? L'aide sur la ligne Cette de fond. séquence-là, elle est extraordinaire. Il sort de nulle part, Rick Carlisle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, gros? Là, à la reprise de l'entraînement à Dallas, il est foutu. Ouais. Ah oui, il est mort. À la fin du match, ils ont mis pilule du lendemain pour tous les défenseurs de cette. Après, il gagne de 30 hein, ou 25 hein, quand même. Les Celtics. Le premier. Au premier, oui. Après, en prolongation. Après, il y a la séquence avec Danny Ainge. MJ, il a golfé et tout ça. Driver, il fait que drive au panier. Et en bas, tu as Michael, Parrish et Walton qui l'attendent quand même. Il fait des 1 contre 5 parfois. Grave. Il y a des grands comme ça, lui. Hop. Qu'est-ce qui montait vite sur les appuis après les dribbles, là, 1 ou 2 dribbles. À un moment donné, l'air. Quand il met 63, il passe ligne de fond, il monte à 2 mains là. Oui. Qu'est-ce qui va vite, mon gars? Assez incroyable. Bon joueur. Ouais. 2-3 qualités. On revient en 97-90 sur la préparation de la saison 97-98 et il y a un stop. Mais à Paris, les gars, moi, il passe à nulle part ailleurs. Je ne sais pas. Alors, Nico et Tom, vous êtes certainement trop jeunes. Tu t'en souviens? Ah non, je regarde en live. Je regarde en live. Sérieux, tu t'en souviens? Ah oui, bah oui. Bah. Elle avait mis le truc, je me rappelle, j'ai regardé en live. Je n'ai pas oublié ce truc-là. Séquence incroyable. Gros. Et on voit que c'est Jésus qui arrive sur un plateau. Les mecs, ils demandent des autographes et ils signent rien. Oui, ils signent pas, gros. La séquence, elle est où? Et la légende, à Bruno Gassio, la légende dit à genoux, gros. Un ballon. Là, on ne le voit pas, mais Bruno Gassio lui fait signer le ballon quand il fait son intro. Et en fait, après, il paraît que la légende dit qu'après l'émission, ils ont pris le ballon, ils l'ont crevé parce qu'ils ne devaient pas faire d'autographe. C'est ouf. Ouais, tu ne vois pas quand il lui demande l'autographe au mec, il lui met le micro? Si. Et d'ailleurs, pour une petite info, il y a Canal a remis tout le nul par ailleurs sur les réseaux, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Sur cette séquence-là, je l'ai regardé 10 fois. Et à la fin, je ne regardais pas Jordan, je regardais tous les gens dans les tribunes. Ils avaient l'impression de voir Jésus, mec, qui rentrait, les yeux écarquillés. Les mecs, ils n'en pouvaient plus. Bruno Gassio, il se met à genoux. Tu avais l'impression de voir un Dieu vivant rentrer dans une salle. C'est incroyable. Alors que Bruno Gassio, avec tout le talent qu'il a, je pense que la NBA, il s'en bat les couilles. Oui. C'est pour te dire comme quoi Michael Jordan dépassait clairement le cadre du basket. C'était une star, tu vois. C'était plus qu'un bon joueur de basket. C'était Michael Jackson, tu vois. Bah oui, clairement. Il est le sportif le plus connu de tous les temps, tu vois. Encore aujourd'hui, je pense, il a quand même cet effet-là encore. Ah oui. Bah oui, on l'a vu, hein. Ah, gros, quand on l'a vu, on a failli pleurer, gros. Mais c'est vrai que ce premier stop à Paris, déjà, il régale. Parce que les phases où il s'entraîne à Coubertin, je me suis dit, mais comment c'est possible? Coubertin, on soit sur un truc sur Netflix ESPN, sur Jordan, et on se retrouve à Coubertin, gros. Tu sais, c'est improbable. Et quand il descend du bus, là, la première question d'un journaliste, what do you think about Tour Eiffel, gros? Oui. Et en plus, alors, imagine déjà, pour qu'il te réponde, il y a 0 chance. Imagine, il te répond. Qu'est-ce que tu fais de cette réponse? On s'en bat les couilles de la Tour Eiffel, gros. Eiffel Tower is huge, man. Et puis en plus, il met son petit béret pour faire le petit côté français. Oh, il est bon avec ses fistons, il se balade. Ouais.
On a vu Ah, il est les bon. Haché aussi défendre sur lui, ça fait plaisir. Il joue contre le PSG Racing à l'époque. Bien sûr. Ouais, qui était une belle équipe. Hein. Match Ouais. de gala. Est-ce que vous avez grillé à la fin du match Arsène a demandé ça. Il est quand même à deux doigts de lui arracher. Il lui dit je peux le prendre. Il n'attend pas de réponse. Oui, non, gros. Il le prend. Il enlève le petit poignet de J'espère qu'il l'a de- encore. Hein. Franchement, s'il l'a encore, ce serait incroyable. Arsène a demandé ça. Ah, frère, incroyable séquence. Mais la séquence à Paris, elle est. En fait, c'est bien de le mettre parce que ça montre, vous l'avez dit, enfin, Steph l'a dit, combien c'est un dieu, le mec. Ah ouais. T'es à l'autre bout du monde, mon gars, tout le monde te regarde. Ah, et je pense que parce que tu n'apprends rien sur l'équipe, sur le collectif. C'est vraiment juste pour montrer combien ce mec-là était important. Et puis, tu as encore des images extraordinaires. Je ne sais pas qui a filmé, mais le gars, enfin, c'est incroyable. D'ailleurs, ils le disent au début, on ne l'a pas dit, mais tout ça, c'est hyper inédit. Ils n'avaient jamais accepté qu'une caméra les suive jusque-là. Et les Il y a images ne 500 sont heures. Ils ont filmé 500 heures. Ouais. 500 heures de film. Il y a- Ils ont fait il y a- 10. Il y a une scène marrante aussi où Ron Harper il dit à Scott Burrell, mec, t'as gagné ton premier trophée et tout ça. Il le check, il veut checker Jojo, il dit, fous-moi le camp, gros. Ça compte pas. Ça, Il c'est le de la regarde merde. sur le plan là. Cette séquence, elle est incroyable, gros. Comme il est en confiance, comme il dégage ce qu'il Oui. dégage, t'as l'impression que rien peut l'atteindre. Quoi. Ah, il est flégon, hein, c'est sûr. Il est très flégon, c'est la Ouais, mais- tête de ouf. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois pourquoi tu arrives pourquoi au bout de 14 ans, tu arrives 15 ou 16 ans, tu arrives à être comme ça. Tu vois, il est comme ça parce qu'il a gagné, tu vois, moi c'est ce que j'aime bien, c'est qu'on a souvent la tendance d'avoir des souvenirs de Michael Jordan comme on a sur la fin, surconfiance, c'est un dieu, mais ça n'a pas toujours été un dieu. Tu vois, c'est en ça que c'est intéressant de remettre comment il en est arrivé là. Parce que souvent, les gens, ils ont l'impression aujourd'hui, je te dis, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en fait, il n'a jamais raté un panier, il n'a jamais perdu un match. C'est juste un dieu à qui on a filé un talent. Non, c'est pas du tout ça. Ah, il a fait des mauvais matchs, hein, Jojo. Quand on voit le début de saison, où Scottie Pippen n'est pas là et qu'il galère, et j'attends la suite pour voir comme ça lui retombe dessus. Il gagne des matchs, quand il gagne, il galère. Ils en perdent 4 d'affilée. Contre les Ils se Clippers, vénèrent. la phase contre les Clippers, c'est incroyable. Contre les Clippers, la séquence, elle est incroyable. Où ils disent bien, l'équipe, elle est nulle à chier, Oui. c'est la pire de la ligue, et tu vas en double prolongation, Ouais, au lieu de ouais. mettre 49. Et, et juste avant ça, où Jordan change un peu de mentalité, on se dit, ah, c'est comme ça, à l'entraînement, il commence à mettre des avoinés à tout le monde, à Tony Kukoc, à Scott Burrell. Il commence à se dire, ah ouais, bah, je vais vous rentrer dedans. Si vous n'êtes pas content, vous dégagez. Après, dans le doc, je ne les vois pas rater beaucoup de tirs. Hein. Et tu sais, en fait, quand tu commences la saison 98, là, tu penses qu'ils sont pourris. Tu sais combien de matchs ils gagnent cette année-là? 62. 62. Ouais. Ils perdent que 20 matchs, gros. Ils en ont perdu 4 d'entrée à l'extérieur. Non, mais quand tu annonces 2, vous dites qu'ils gagnent à peine 41 matchs pendant la C'est saison. clair. Ils font 62-20. C'est une énorme Pippen en saison. joue que 40. Hein. C'est pas quand Pippen revient, il change tout. Pippen joue même à peine la moitié de la saison. Mais tu vois, imagine, tu es Jordan, tu es un dieu vivant, du basket et même autre. Tu as gagné 5 fois. C'est le bordel à l'intersaison. On est là, on ne sait même pas si on reconstruit, qu'est-ce qu'on fait, on repart avec toi. Tu sais, ça aurait été humain de dire, vas-y, vous me cassez. Tu sais, Pippen n'est pas là en début de saison, tu commences à perdre. Ça aurait été logique de dire, ça va, moi, il est gonflé, tu vois. Ben lui, non. Lui, qu'est-ce qu'il arrive? Il met des saucés à l'entraînement, il va chercher des mecs et tout, parce que son seul objectif de cette saison-là, c'est d'être champion encore une fois. Alors que, honnêtement, s'il perd cette saison-là, personne ne l'en veut. Et ça revient au début de l'épisode 1, où justement, quand on parle de dispatcher l'équipe, Phil Jackson et Jordan dit, écoutez-moi bien, moi j'ai le choix. J'ai le choix de jouer pour Phil Jackson ou pas, et je ne jouerai pas pour un autre coach. On sent le mec quand même qui pèse un peu dans la franchise et qui est un petit peu aussi de Jerry Krause. Tu parlais d'assurance au début qu'il n'avait pas. Aujourd'hui, à cette époque-là, enfin 97-98, je pense que c'est lui qui décide au sein des Bulls quand même. Et tu vois, Phil Jackson, un jour on aura un débat sur le meilleur coach de l'histoire, et moi je mets toujours Phil Jackson très haut. Alors certains te diront Popovich, ce que tu veux. Par exemple, si on le compare à Popovich, il a toujours travaillé quand même dans des contextes où il était à l'aise, il était chez lui, tu vois. Là, Phil, Entre la gestion des Bulls, la gestion aux Lakers à l'époque, il y a quand même un côté aussi, au-delà de l'aspect tactique stratégique. Peut-être que Popovich est un meilleur tacticien, peut-être. Oui. Mais sur le côté managéral du truc, avoir des restats avec qui il n'était pas proche, quelque part. Tu vois, ou même d'avoir des Derrick Rose qui lui disent dans la tête, c'est ta dernière saison, quoi qu'il arrive. Popovich, on ne lui a jamais dit ça. Bon, après, on peut comparer avec Pat Riley, d'autres choses. Mais il y a aussi ce côté-là où Phil Jackson, peu importe ce qui lui arrivait avec ses boss ou les joueurs, il a toujours su trouver le discours et la solution pour que ça marche. Et quand tu avais le one-one entre O'Neal et Kobe Bryant, là, cette interview,
Et quand ils disent ah, tu connais Phil, tu sais comme il va jamais dans les embrouilles, il essaie tout. Eh bien, ça, c'est une énorme qualité et qu'on redécouvre aussi avec ce documentaire. De toute façon, Phil Jackson, c'est un manager. Il s'est toujours entouré, l'attaquant triangle, c'est pas lui qui l'a inventé. Donc, il s'est toujours entouré de tacticiens de très haut niveau pour construire les équipes. Lui, son truc, c'est de driver les mecs. Toutes les histoires avec les livres de début de saison, les yogas, les retraites. Là, tu le vois encore, quand il donne le playbook de début de saison, The Last Dance, tu te dis, putain, mais le mec, c'est un génie. Tu vois ce que je veux dire? Il est là. Moi, j'ai envie de l'avoir entre les mains et de lire. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Il a quand même ce côté au-dessus de la mêlée, manager parfait, plus que tacticien hors pair. Et on le verra plus tard, je pense, dans la série, parce qu'il y a aussi le cas d'Elite Rodman à traiter. Et je crois que Phil Jackson, sur ce cas-là, il a aussi l'épisode 3, il est aussi dans la persuasion des autres mecs de dire, écoutez, oui, il est comme ça, mais le problème, c'est qu'avec lui, on va gagner. Donc, il va falloir, les mecs, prendre un peu sur vous et accepter que ce garçon-là est différent. Et tu parlais de managera, de gestion de personnalités différentes. C'est ça aussi le coaching de très haut niveau. Ce n'est pas uniquement mettre des plays en place, c'est aussi du managera d'ego, de caractère, traiter les garçons différemment, savoir comment sont les mecs et tout ça. Steph et Nico, dis-moi si je me trompe, c'est même à haut niveau, c'est même d'abord ça. Exactement. Parce qu'à très haut niveau en Euroleague, les mecs, un pick and roll, ils savent vous faire la passe, ils savent faire les choses. Gros. Tu les mets en situation où ils sont bons. Mais c'est aussi avant tout le manager d'ego et de psychologie. C'est comme moi, c'est ce que je vis en équipe de France. Mais qui est en équipe de France, tu sais jouer au basket, on n'est pas là pour monter un truc. C'est comment tu gères un groupe, tu gères un ego. Les mecs, ils savent faire un lay-up, ils savent faire machin. Donc c'est là où un grand coach est assez reconnu. Et là, donc du coup, c'est ce que j'ai connu moi, parce que je suis connu avec Phil Jackson, c'est qu'il a réussi à traiter toute sa carrière. Il fait 3 repeats quand même. C'est quand même dans l'ère moderne, pas les années 50, dans l'ère moderne. Donc, c'est costaud. Il est très, très fort. C'est le seul. Hein. Petit aparté, Pat Riley, il a la classe. Bon, quand il fait un petit passage, il a la classe, Pat. Hein. J'espère que c'est pas le dernier. Mais Pat Riley, il a oublié. Il a oublié de dire. Il ne connaît pas. Il parlait de 122 intervenants. 122 intervenants. On peut parler de ça, moi déjà sur les 2 premiers épisodes, et c'est ce qui fait la richesse d'un doc. Nous, par exemple, quand on a fait les Lakers, alors on ne se compare pas du tout à ça, mais on a eu la chance d'avoir Ron Artest par une connexion d'un pote de Thomas. On a eu la chance d'avoir un mec comme Brad Turner, Jacques, Rémi qui a vécu à Los Angeles, et c'est tellement important quand tu fais des trucs comme ça d'avoir des images, mais des témoignages. Moi, c'est vraiment la colonne vertébrale d'un doc, et là-dessus, sur 2 épisodes déjà, il y a Obama, Clinton, et puis des gens auxquels on ne s'attend pas. Oh, ils ont Bill Clinton pour parler du passage de Scottie Pippen à la fac en Arkansas. Ça n'a aucun sens. Moi, je savais pas qu'il était gouverneur de l'Arkansas. Ah, moi non plus. Et ils ont un mec improbable, mais qui peut témoigner. Ils ont Joe Klein, qui a joué aux Bulls et qui lâche un témoignage. On avait oublié ce gars-là. C'est pas de mystère. Tony, il est dedans. Tipeee, il est dedans. Ok. Il y a après. Spoiling alert, Nicolas Batum. Gros spoiler, quoi, mais non, il est dedans, il l'a fait. Ouais, il paraît qu'à la fin, les Bulls gagnent le titre. Hein. Ouais, voilà, t'es un bâtard. Oh, t'es un bâtard, gros. Sorry, bro. J'ai vu un truc sur Vegas. Toi, Vegas, ils font plein de paris, des trucs par rapport à tout. Mais il y a un truc, et j'ai vu que c'est sorti, c'est ça. Est-ce que LeBron James va apparaître? Et c'est surtout, est-ce que MJ va le dire que c'est le plus grand ou pas? Ah, est-ce que MJ va dire I'm the greatest? Non, Paris. Moi, je pense qu'il ne va pas le dire parce qu'il ne l'a jamais dit dans ses déclarations. Et tu le vois maintenant aussi dans les interviews d'époque. Quand tu vois les interviews d'époque, quand il était jeune et pourtant très ambitieux, quand tu vois les mecs aujourd'hui, comme il y avait une forme, il y avait un… Après, c'est une évolution, mais il y avait un… Pourquoi les trucs des 10 heures, ça sort maintenant? Est-ce qu'il a besoin de le dire? Est-ce qu'il a besoin de le dire? Est-ce que ce documentaire-là ne va pas apporter la réponse à la question? Quel débat tourne depuis 4 ans? LeBron, MJ. Après, il y a la rumeur qui disait que ce documentaire-là, il sort pour calmer un petit peu les LeBron fans. Pour remettre les choses en ordre, un peu, entre guillemets. Et pour éduquer la nouvelle génération qui a prévu de jouer. Donc, est-ce qu'il va le dire? Ça ne m'étonnerait pas qu'il dise je suis pas sûr qu'il ait besoin de le dire. Moi, quand on va avoir vu toutes les images, je suis pas sûr qu'il ait besoin de le dire. Moi, je veux te dire, il va le dire parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jojo, sur sa table de chevet à droite, il y a un énorme verre de Sky. Il va le dire quand il restera seul. Que quand on va plus rien, il va lâcher une bombe, frère. Vraiment que j'ai vu ça en confinement dès 11h du matin, j'aurais bien partagé mon verre avec lui.
Eh, gros, tu sais qu'à un moment, je regardais et parfois le verre, il n'était pas toujours au même niveau. Enfin, normal. Je me dis, il Ah devait oui. être tranquille, il est chez lui, tranquille, il est là en train de teaser, il répond à un truc quand même un peu Avec son petit important. cigare. Oui. Avec son petit cigare à 450 $. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Las Vegas et du fait de jouer et tout. Bon, je suis sûr qu'ils vont aborder. Mais déjà, par des petites touches, ils commencent à dire qu'ils étaient complètement malades avec leurs histoires d'argent et de gambling. Quand il va avec Danny Ainge pour lui prendre son argent, quand il va. Il y a une phase. Attends, il y a une autre phase. C'est avec Scottie Pippen, l'année rookie. L'année rookie de Scottie Pippen, non Oui. où il dit il faisait ça Il lui justement offre pour des prendre clubs de l'argent. golf. Oui, avec les Ah, deux clubs de golf, voilà. Il commence Scottie avec des Pippen, il petites dit touches. c'est pour mes carottes. Ouais. Ouais, exactement. Il y a que des petites touches, ils te racontent qu'ils aiment parier sur tout et n'importe quoi. Mhm. Franchement, il y a moyen quand même qu'à la moitié du doc, il nous fasse une vraie phase sur la première retraite et peut-être les rumeurs de retraite à cause des histoires d'argent. En tout cas, on a fait à peu près le tour de ces 2 premiers épisodes. Et c'est que le début, quoi, parce qu'on se dit que derrière, il y a encore le meilleur qui reste à arriver. Honnêtement, moi, je te dis, j'attendais de voir vraiment. Je voulais pas m'emballer pour rien parce que, et en fait, Chapeau. ouais, chapeau parce que, bon, on va pas revenir sur la qualité du montage, Oui. parce que voilà, mais il y a quand même des images d'archives incroyables et il y a des intervenants fantastiques. Et honnêtement, voilà. Moi, Sa mère, quoi. La mère de Jojo. La mère, oui. Et la maman qui est là. C'est rare, parce qu'on la voit rarement. Le frère de Scottie Pippen. Ouais. Il a le même sourire. Ouais. Il a la même bouche. Ah. Tu sais, il y a un moment, j'ai fait un focus sur lui. Je La fais, mais lettre, attends. la lettre quand il a la fac à sa mère. Oui, Ah. lourd. Sur Avec les stamps. envoie-moi des timbres, il me reste 20 $. Mais attends, ça va être peut-être l'inverse maintenant. Dans la lettre, il y a écrit bonjour maman, tout va bien. T'as pas 20 $ à m'envoyer? Par contre, je voudrais parler d'un truc. Peut-être que vous allez l'évoquer. Je ne sais pas si c'était la fin de la vidéo, mais il y a un truc de ouf. Et la scène, je me la suis mise parce que j'étais un peu con aussi. Dans le bus, j'ai l'impression que Scottie Pippen, il envoyait des gros porcs, va te faire enculer, nique ta race, à Derrick Rose dans le bus, gros. Mais oui, Je pense, hein. Mais c'est sûr et certain. mais oui, non, mais c'est pas. Ça avait été dit déjà là, dans des livres et dans des témoignages, ça avait déjà été dit. Jordan passait sa vie à le chambrer et à un moment donné, le point de non-retour, il n'est pas loin parce que justement, Pippen, il est odieux avec Derrick Rose. C'est à base de gros porcs. Ah ouais, mais non, mais tu sais quoi, ça, je l'ai vécu, moi, dans des cars. Alors, je ne vais pas dire avec qui. Des mecs envoyés au fond. Hey, nique ta mère, gros porc, gros. On envoyait des trucs, c'était malaise dans le bus. Mais, Non, Chaud, gros. justement, je suis curieux de savoir parce que là, on a quitté Pippen en mode j'insulte Derrick Rose, je demande à partir. On sait Je très lui bien adresse plus la parole, Erwan. La phase dans le vestiaire, elle est incroyable. Il lui parle même Ouais, pas. c'est ça. Et du coup, j'ai envie de voir, et je pense que, vu l'interview que donne Phil Jackson à ce sujet, je pense que c'est Phil Jackson qui va venir arrondir les angles. Faire Mais je tampon, suis très curieux de voir comment cette histoire-là va s'arranger, parce qu'elle va s'arranger, on le sait. Mais comment, moi, c'est ça que je sais pas. Parce que Derrick Rose, il va être obligé d'accepter. Il dit rien, gros. Le mec se fait insulter dans un bus devant tout le monde. Il va pas. Enfin, moi, j'ai un paquet de dirigeants, gros, tu fais ça, gros, tu passes dans le burlingue, t'as le solde de tout compte. Hein. Oui, mais Scottie Pippen quand même. Mec, Scottie Pippen ou pas, gros, aujourd'hui, le superstar NBA, il va voir son général manager, il lâche des gros porcs comme ça, tête à tête. Je suis pas sûr que. Ah, je sais pas. C'est Non, quand même. Non, mais c'est quand même. C'est quand même ouf, parce qu'on est en train de Ils dire. disent quand même que dans le bus, même les joueurs ont été obligés de Oui. s'interposer quand même parce qu'il allait trop loin. Oh, c'est catastrophique. La scène, elle devait être incroyable. Mais c'est la preuve quand même que C'était à c'est une bout. histoire compliquée. C'est une histoire compliquée. C'est ça qui rend passionnant en fait le doc, c'est que c'est une intrigue que je devinais pas moi à la base. Après, il mange C'est que les gens se Derrick détestent Rose. autant. Phil Jackson et Derrick Rose et à chaque fois qu'on dit Derrick Rose, j'ai l'impression qu'on dit Derrick Rose. C'est horrible. Derrick Rose, moi aussi. Derrick Rose. Derrick Rose et donc Jordan, et tout à l'heure je le disais, et Jordan, je trouve qu'il ne protège pas Pippen. Quand il dit il est égoïste. Tu vois, Ouais, moi, après. ça m'a étonné. Hein. Mais là où je suis surpris, c'est que Derrick Rose, il prend sévère, gros. Jordan lui dit. Tu sais qui me fait penser, Derrick Rose? Il me fait penser à Jerry Heller, tu sais, le manager de NWA. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu l'as vu le film NWA? Ouais. Ah, ok, Compton. Ouais, Straight Ah, from ok. Ah oui, exact. C'est leur manager, Jerry Heller, Ouais. qui quelque part les fait grimper, même si après il veut lui mettre à l'envers. Ben,
quand je regardais le documentaire, ça m'a fait penser à ça, à Jerry Cross et Jerry Heller. Je trouvais qu'il y avait des similitudes dans la manière de gérer les mecs. Il prend des réflexions de Jordan, il dit tu vas faire des lay-ups avec nous, il faut qu'on baisse les paniers, tu prends des pilules pour des maigrir. pilules, Il prend cher. Le couvertin, c'est pour maigrir Ah, aussi. ouais. Et ça, ils Non, l'ont après, mis. c'est un Hein. peu. C'est dur. Franchement, Hein. ils l'ont mis, Enfin, tu vois, c'est bien pour nous, mais ça fait mal au cœur quand même. Oui, parce qu'il est plus là Peut-être. Oui. pour se Peut-être. défendre, tu vois. Tu vois, je pense pas qu'il a pour se défendre. Peut-être que Jerry Cross, enfin tous les mecs qui ont peut-être eu un droit de visionnage pour dire ah non ça, et puis Jerry Cross, lui, il n'est pas là pour dire non, vous mettez pas ça, tu vois. Il n'y a pas que la famille, dans 2-3 jours, oui, dépose une plainte. Ouais. En fait, c'est en cours, là. Après, j'ai quand même l'impression, et là, Nico, tu es mieux placé que nous, que moi, en tout cas, pour ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a un énorme côté business, que, en fait, parce que même avant que ça clash avec Pippen, c'est quand même un mec qui a réussi à avoir Scottie Pippen à un prix défiant toute concurrence, même si la conjoncture a fait que. Quand il trade aux clés, l'équipe, elle est quand même en train d'évoluer et qu'il va chercher Bill Cartwright. Et c'est ce qui va faire que. C'est pour ça que les mecs qui me disent que les Bulls de Jordan, ils jouaient small ball. Non, parce que pour gagner, ils sont aussi allés chercher Bill Cartwright. C'est lui qui vire Doug Collins, qui dit non, avec toi, on ne gagnera pas, et qui va chercher Phil Jackson. Donc, à ne pas confondre Doug Collins, Phil Jackson avec Phil Collins. Et tu vois, donc, moi, je vois un mec qui est dans le business, qui a peu de place pour les sentiments, qui a aussi envie d'avoir sa part de célébrité. Mais je vois surtout un mec qui est tout sauf con et qui fait gagner l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle équipe de tous les temps. Il a 0 sentiment, ce mec-là. Ouais, mais dans le business. Après, justement, c'est ce qui a fait la force de cette dynastie. Mais c'est ce qui les a fait éclater aussi, parce que c'est Jordan qui dit ça, ou je ne sais plus, c'est Jordan Pippen qui fait on aurait dû enfin, c'était aux joueurs de dire quand est-ce oui. Donc, du coup, OK, est-ce qu'on ne peut plus gagner ou quelqu'un nous bat. Oui, Jordan, il dit ça, il dit dès qu'on perd, là, je veux bien, mais tant qu'on gagne, tu n'as pas le droit. Du coup, en 99, tu as une finale NBA Chicago Bulls contre un jeune Tim Duncan. C'est ce qu'on a 99, que c'est New York, San Antonio. Du coup, je pense avec l'équipe où Jordan a 35 ans, Pippen a 32. Et Kukoc, pareil, fin de saison-là. Sean Elliott, il aurait morflé. Hein. Est-ce qu'il tape les Knicks en 99 ? Je pense que oui. Après, est-ce que c'était possible encore de faire une… Surtout qu'il n'y a pas de tiers. Ils ont joué 50 matchs à peine. Ouais, mais est-ce que c'était pas peut-être l'année trop compliquée à gérer Dennis Rodman, gros ? Est-ce que c'était pas déjà… Mais au-delà de ça, je pense qu'ils ne pouvaient pas repartir tous ensemble. Là, on voit, ils vont faire une année pour aller chercher le deuxième titre. Quand je vois Après, oui. C'est quand même à flux tendu les relations, je me dis, tu repars un an comme ça. Ah, ça finit, ouais. Après, est-ce que tu repars avec la même équipe? S'il ne fait pas ça, il dit OK. S'il dit ouais, OK, vous arrêtez quand vous voulez arrêter, parce que lui, il part tout en mode rebuilding. Donc, alors qu'il pouvait faire encore un deuxième three-peat. Ça aurait été, qui était à l'époque extraordinaire, qu'il est toujours. En tout cas, sur Jerry Cross, moi, oui, je vois un mec, pas de sentiment, qui est dans le business et tout, mais je vois quand même l'un des meilleurs GM de l'histoire. Le truc, c'est que, tout à l'heure, tu l'as dit, déjà, son tout début, le fait qu'il soit aux White Sox et qu'il demande à être GM des Bulls, c'est totalement improbable comme histoire. À l'époque, il pouvait faire des et que tout le monde dit à Reisdorf, prends-le pas, gros. Ne le prends surtout pas, il est chelou. Finalement, il le prend. Et c'est vrai que les drafts coup sur coup de Jordan, Pippen, Horace Grant, le trade de Oakley, Cartwright. Le trade de Oakley, Cartwright, qui est clairement, ils le disent. Hein. D'ailleurs, ça c'est ouf parce que Jordan, il dit c'est mon meilleur pote, c'est un de mes tout meilleurs potes dans l'équipe, Charles Oakley. Il le trade et tu sens que c'est une rupture déjà, qu'il a le seum. Mais Jordan dit, j'ai compris que c'était pour gagner. Oui, mais il le dit en 2020. Est-ce qu'à l'époque, il avait dit la même chose, tu vois, bon. Après, c'est vrai que quand tu regardes l'équipe, oui, c'était une évidence. Après, Oakley était le tonton de Jojo pour la bagarre. Ouais. Ça, c'était lourd d'ailleurs, cette séquence-là est lourde. Vous l'avez vu le reportage sur la Dream Team 82. Ouais. À l'époque, quand ils font face à la Croatie, ils parlent du Kukoc. Oui, ils défendent dessus, là, Pippen. Et justement, ils disaient qu'en fait, ils étaient en mode Pippen parce que Krause adorait Kukoc. Oui. Et ils ont fait payer à Kukoc. Ouais, c'est clair. Mais bon, si tu regardes, Kukoc, il leur fait gagner quand même 2-3 trucs derrière. Oui, mais il a apprécié finalement. Ouais, du coup, en fait, il a été en bugne à bugne avec eux, mais il avait quand même souvent raison. Tu vois, Jordan n'était pas OK à fournir Kukoc et Pippen ne voulait pas faire venir Kukoc. À la fin, je pense qu'ils ont dit merci. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un excellent GM. C'est un excellent GM et qu'après, de toute façon, dans le business, dans les affaires, avec des millions de dollars comme ça, avec des enjeux aussi importants, sportifs et financiers,
être un gentil garçon, ça paye rarement, en fait, hein, malheureusement. C'est pour ça que je ne suis pas un homme d'affaires. Et c'est pour ça que Scottie Pippen est passé de 122e salaire à un des tout meilleurs salaires de NBA parce qu'au bout d'un moment, il a bien fait de gueuler. D'ailleurs, il y a une petite stat qui vient de sortir. Là, c'est Tom qui vient de l'envoyer. Le 122e salaire donc, de NBA en 98, c'était Scottie Pippen avec 2,7 millions de dollars. Le 122e salaire de NBA en 2020, c'est 10,7 millions de dollars et c'est André Robertson. On est sur 2 classes d'écart. Même profil. Même profil, shooter, all-around, capable de monter la balle. C'est incroyable. Les gars, on a fait le tour de ces 2 épisodes. On attend évidemment la suite avec impatience. J'ai un gros bémol quand même pour ce documentaire. Les sous-titres! Non, les sous-titres encore. Quoi? Moi, très honnêtement, ça ne m'a pas gêné, je ne les ai pas calculés. Est-ce que je peux finir là où je veux arriver? Parce que les sous-titres, effectivement, ça serait bien qu'un jour, quand on fait des documentaires de sport, que sur les sous-titres, on mette un mec qui connaît le sport pour pas faire du mot à mot, parce que des fois, ça perd. Ah ouais, Larry Bird, il est petit avant quand même. Hein. Mais bon, ça reste. Forward. J'ai même pas vu ça parce que je lis pas en fait. Je suis allé voir sur Twitter et il y a des gens qui disent la VF et tout. Donc j'ai mis en français après. Une fois que je les ai vus, je les ai remis en français pour voir pendant 10 minutes. Et la voix française, c'est calamiteux. Sérieux? Oh là, et je vous invite à essayer sur Netflix. Non. La voix française, c'est qui? J'en veux même pas aux gens qui posent leur voix parce que tu sens que c'est une voix de mec qui s'est posé les voix sur un autre. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on fait un documentaire sur le meilleur joueur de basket de tous les temps, forcément il va y avoir des termes basket et c'est bien je pense que dans le budget, j'aurais pu rajouter un expert basket pour chaque pays pour que la Georges-Eddy, quoi. se rapproche un peu de termes basket, quoi. Tu laisses ça à Georges-Eddy. Ouais, pourquoi pas, mais il y a plein de gens aujourd'hui. Il y a plein de gens aujourd'hui, c'est vrai que. Après, Jordan, la NBA, c'est lui qui l'a amené en France. Oui, non. Peut-être qu'il est dans les 122 participants. C'est Canal qui l'amène en France et qui le signe. Mais c'est vrai que. C'est Charles Bietri. C'est Charles Bietri qui. C'est dommage pour. Charles Bietri est un peu le Jerry Krause de Georges-Eddy. Tout à fait. C'est dommage pour la VF parce qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui vont regarder. Ouais. Il y a beaucoup de parents qui regardent avec leurs enfants. Et Tom, moi, une fois, quand je suis allé en Angleterre en 5e, je m'étais acheté 2 cassettes. C'était Come Fly With Me et Airtime. Autant dire qu'à l'époque, les sous-titres, tu pouvais t'asseoir dessus. Et je les ai regardés, ces cassettes, toute ma jeunesse, sans comprendre un mot sur 4. Et je les ai quand même regardés. Et au final, tu commences à comprendre. Donc, là, il y a les chances d'avoir les sous-titres. Moi, je conseille vraiment aux gens, même aux plus jeunes, de le regarder 3-4 fois pour comprendre et de lire en sous-titres. Parce que la voix française enlève vraiment du charme à ce documentaire. Tu n'avais pas acheté Total Rectal en VO aussi avec ta Batacage? Je ne connaissais pas ce film, il est catastrophique. Oui, il veut la placer depuis ce chien. Oh putain. Les gars, on a parlé d'une série, on va pas se quitter quand même sur un petit quiz. Et Nico et Steph, vous avez préparé des choses. Tiens, Steph, on va Nico, vas-y. Putain, qu'il est con celui-là. Oh putain. Total Rectal, je n'avais jamais entendu. Je vais télécharger de ce pas. Wow. Bon, allez, reprenons, les gars. Allez, finissons bien. J'ai pleuré. Gros. Putain. Nico, ça va? Merde. Alors, on finit avec un petit quiz rapide. Ouais, non, moi j'ai fait un truc pas par rapport aux Bulls, mais par rapport à l'autre actualité qu'il y a eu cette semaine, c'est la draft WNBA. Ah ouais, Ouais. On a pu suivre sur NBA TV. Ouais. Donc j'ai fait un quiz là-dessus. Il y a eu 14 Françaises qui ont joué en WNBA. Ah ouais, lourd. Loti, viens ici. Voilà, je vous dis ce que je vous disais, dites-moi pourquoi, tu peux avoir de l'aide justement. Donc, une énumération, dites-moi les 14 Françaises. Je pense que je peux gagner là. Qui ont joué, pas qui ont été draftés, qui ont joué. Non, qui ont joué. Ok, vas-y, qui commence? 14. Céline Dumer. Céline Dumer, c'est bon. Sandrine Gruda. Gruda, c'est bon. Je vais dire Audrey Soré. Audrey Soré, c'est bon à Washington. Edwige Lawson, Wade. Edwige Lawson Wade à Houston, Seattle et San Antonio. Marine Johannes.
Marianne Johannes à New York. Je vais dire, à l'époque, j'aimais beaucoup. C'était Sandra Le Dréan. Sandra Le Oh, ça devrait Dréan. aller en gros, là-bas. Non. Oh Dehors, get the fuck out of here! Ouais, je te laisse une. En tout Elle cas, n'a pas joué à W, Sandra. je l'ai pas vu, j'ai pas trouvé son nom. Ok. Si elle fait- Bah, je vais dire Andy Miem, alors. Je vais aller dans la simplicité. Andy Miem, oui. Andy Miem, oui. À Minnesota. Je suis un peu short stack, donc je vais tenter de faire. Est-ce que ça marche, Anne Waters? Il est fatigué ou quoi? Faut moins le camp, gros. Elle est francophone! Mais elle est belge, gros. Ah oui, bah merci! Ouais. Non, j'en ai pas d'autres, Putain, parce que Laure Savasta. Putain, vraiment un énorme bâtard, gros. Pourquoi? Sacramento C'était mon en nom. 97. C'était mon nom. Bravo! En 97. Euh... Regarde pas à gauche, toi, je sais qui tu Ah, regardes. c'est la télé, frère. Ah, ok, d'accord. Euh, Bordelais, on sélectionne pour Bordelais, toi. je vais dire Valériane Ayei, mais je sais pas si elle a joué. À San Antonio en 2015. Ah, ok. Mais non! Ah, je savais qu'elle y était, mais je savais pas je savais pas si elle avait joué des matchs. Valériane Vukosayevic, pour être précis, parce qu'elle a épousé un garçon. J'ai un doute sur Isabelle Fijakowski. À Cleveland en 97. Wow! Bravo! Euh, Il y a 2 noms qui vont être durs à trouver et il y en a 3, vous devez les savoir. J'en ai un. euh, Non, espèce de bâtard! Là, il y a Letty qui passe. Non, Letty, tu regardes l'écran. Mais elle n'entend pas. Je vais tenter, je sais pas s'il y avait la W à l'époque, je vais tenter Odile Santaniello. Non, Non, frère. Il y en a peut-être un autre, c'est Isabelle Yacoubou. non, Isa, elle n'a pas joué en W. pas Jean WNBA. Alors Ça m'a attends, je vais te surpris, trouver quand d'ailleurs. même. Quand j'ai recherché, ça m'a surpris d'ailleurs. C'est quand les périodes? Olivia Epoupa, elle n'a pas joué. Non, elle va faire le training camp cet été, mais elle n'a pas joué. Ouais. Vas-y, balance des initiales. Alors, il y en a une, elle est naturalisée. Donc, elle joue en équipe de France, je la compte. Ah, Bria Ah oui. Hartley. Regarde. Regarde, Ah, oui. Je la compte. vraie joueuse. Il y en a 2, alors, je ne savais pas du tout. Il y a une, elle Cathy joue à Melin, elle n'est Cleveland. pas allée, c'est pas son délire, elle. Cathy Molin, non. Il y a une qui a joué à Cleveland et Houston entre 2002 et 2004. C'était une grosse team en plus. Et une qui a joué à Détroit en 2006 qui est championne. Ah, la championne, je l'ai. Mais son nom, c'est un nom que très peu de gens connaissent. Vas-y, balance les Les initiales, c'est SP. ST, SP. SP, Limoges. Sabrina, 103, Sabrina Pali. Sabrina Pali. Ah, mais t'as fait le 3-3 après. Elle a pas Elle fait a le fait le- 3-3. Si, elle a fait du On 3-3. Elle a fait... l'avait commenté. Letty, elle a fait du 3-3, Sabrina Oui, Pali. oui, Oui, elle a fait du 3-3. On oui. l'avait commenté à Nantes avec Ah Thomas. ouais, je me souviens. Et les autres, l'autre initial, s'il te plaît. Et l'autre qui est un peu plus dur, ce que je ne savais pas, c'est LB. Elle a joué à Cleveland et à Houston entre 2002 et 2004. LB. Laurence, je sais pas. Lucienne Berthieux. Lucienne Berthieux. Elle est à l'INSEP, au centre fédéral, Lucienne. Lulu. Il vous manque 2 médailles d'argent à Londres. Oh putain. Jennifer Ah ouais. Dibeux. Jen Dibeux, elle n'a pas été. Non. Non. À Londres, C'est 2 attends. filles qui ont été médailles d'argent à Londres. Florence Lepron, elle n'a pas été en WNBA. Attends. Bah, Elles si, sont connues, ouais, hein. LeBron James, il joue au NBA, gros. Non. Elles sont connues les deux quand même. Ah, Émilie Gomis, Gomis. pardon. Gomis, ça, ouais. Émilie Gomis et En 2006. Myriam, tu l'as Aucune. dit. Émilie Gomis. à Londres. Putain. Quel poste? Big Man. Ah oui, c'est une. Sérieux? Quoi? C'est pas ma femme. Bon. Non, mais bon, le métier. Oh, Steph. Oh. Ah, Emeline Ah Endo. oui, Emeline. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Je savais pas Oh, qu'elle les était. Qatar, les Ah Qatar. ouais, Emeline. Bah Le oui. métier. Emeline Ndong, commentateur. Ring, ding, dong. Ouais, exact. Ouais, 14. Ah C'était oui, par bravo, rapport les filles. à la coupe Bravo, W. très bon quiz. Et moi, je finis par un petit qui suis-je, les mecs, rapidos. C'est parti. Je suis né le 10 août 1978. J'ai 41 ans. Je fais 2,03 m pour 120 kg. Autant dire que je suis une belle bestiasse. Je vais à la fac d'Iowa State, où j'y joue 3 ans, où je suis plutôt très, très solide. Marcus Pfizer. Bravo, t'as gagné. Bravo, Erwan. Bravo. Bah oui, Erwan. Ah putain! Il a joué au Maccabi après derrière lui. Exact. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas loin des 200 kilos, notre ami Marcus Pfizer. Mais il faisait un chantier, mon gars, à Iowa State.
Au Maccabi, c'est Et Bah, donc- écoutez, les gars, et c'est donc- une bonne journée. Drafté par les Bulls, en fait. C'était pour ça. C'était le petit qui suit. Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Bravo, les gars. Pardon Non, c'est bon. On a fait le On peut tour. rendre. On peut Ouais, se on a fait le retrouver, tour. ouais. Les gars, on se retrouve. Thomas, on se retrouve quand? Alors, Alors, normalement, on se retrouve mardi prochain déjà pour sûr. la suite de la série The Last Dance. Et sinon, on avait un autre rendez-vous dans la semaine. ouais, jeudi soir, on tourne le meilleur Africain de l'histoire en NBA avec Amadou Fall, donc président NBA Afrique, ancien président. Donc à retrouver vendredi sur la chaîne, le meilleur Africain de tous les temps. Bon, j'imagine qu'il y aura Hakim, Eddie Kembe et Joël Embiid et Pascal Siakam. Oui, mais Bravo. après, de toute façon, quand on vend des vidéos pour dire le meilleur, oui, évidemment. On a envie d'évoquer tout le monde. Voilà, on a envie aussi de parler de l'apport du basket africain sur l'NBA qui est quand même pas neutre. Et puis voilà, quoi. C'est aussi, Et puis- quand on dit le meilleur, on ne dit pas juste voilà, le meilleur, c'est lui, merci, bonsoir. Voilà. Et puis, on pourra parler du premier Africain à avoir joué au NBA, Mactar Ndiaye. Tout à Ouais, fait. c'est vrai. Et qui a joué en France et qui a démoli sur un parking de Rouen Kenny Atkinson. sur des playoffs de Pro B. C'est véridique. Oui, non, parce que quand on fait des vidéos sur qui est le meilleur, les mecs qui sont sur Twitter, ils répondent fin du débat. Oui, merci, chef. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. En tout cas, merci de nous suivre à tous parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux avec vos commentaires sur Twitter, sur YouTube. C'est vraiment top. Et puis les gars, on se retrouve donc vendredi pour le meilleur Africain de l'histoire NBA. Et bon film, Erwan. Ouais, et puis voilà, je vais tout de suite sur YouTube, vous téléchargez Total Rectal. Ciao l'équipe, merci à tous les gars, ciao ciao.